Donc là, on va poursuivre avec une table ronde qui va être très internationale, puisque on va parler de la convergence des luttes contre les régimes violents, les droits humains. Et on a décidé pour cette table d'unir des voix de Russie, du Bélarus et d'Iran et de France et d'Europe. Il y a eu un changement. Elena Kostychenko, qui devait venir, malheureusement pour des raisons de santé, n'a pas pu venir. Et donc, on a aussi une autre intervenante bélarusse qui a été remplacée, mais par des personnes encore plus, on peut dire, intéressantes. Et nous en sommes ravis. Après cette table, information importante, après cette table, on aura une lecture théâtralisée d'un extrait de Russie, mon pays bien-aimé d'Elena Kostychenko par une comédienne ukrainienne qui s'appelle Julia Loboda. Il n'y aura pas de pause, ça va s'enchaîner tout de suite. Donc, je vous demanderai de rester sur place après la fin de cette table. Alors, une seconde. Сейчас, секундочку. Простите, пожалуйста, вы заходите или нет, или я закрываю эту дверь? Donc, Sacha Koulaeva, qui est défenseur des droits humains et enseignante à Sciences Po, va modérer cette table. Et je vous présente Anastasia Bolibenka, militante bélarusse et ancienne prisonnière politique au Bélarus. Aux côtés de Sacha Dilnourian, qui est une militante ouïghour, et Shirin Ardakani, avocate d'origine iranienne, et Sergei Lagodensky, député du Parlement européen. Tu veux un casque, c'est ça? Oui, bonjour. Est-ce que vous m'entendez bien? Oui, ça fonctionne. Merci. Bonjour tout le monde. Donc je m'appelle Sacha Koulaeva et je suis très honorée de modérer cette table ronde. Je vais parler français, mais deux de nos invités parlent russe. Donc si vous avez besoin de traduction, n'hésitez pas de prendre le matériel nécessaire. On va démarrer tout de suite notre table ronde qui s'appelle la convergence des luttes contre des régimes violents des droits humains. Et je pense que cette table ronde complète assez bien la table ronde précédente qui traitait de réseaux très puissants et multiples pour faire propager la propagande et la désinformation qui finalement est le socle des régimes totalitaires et les régimes autoritaires et de ceux qui mènent les guerres. Il semblerait très logique de passer de cette discussion à la discussion que nous allons avoir tout de suite sur comment assumer la même convergence qu'ont déjà entre les régimes totalitaires et autoritaires, entre les sociétés civiles, pour répondre à ces défis extrêmement nombreux et puissants et qui montent en crescendo ces dernières années et mois. Pour ce faire, on a des invités extrêmement bien placés pour cette discussion que je vais présenter tout de suite. On a donc l'honneur d'accueillir aujourd'hui Shirin Ardakani, qui est l'avocate franco-iranienne, membre du collectif Iran Justice, et avocate de Narges Mohammadi, qui est le prix Nobel de 2023, qui se trouve actuellement dans les prisons d'Iran pour avoir organisé une résistance et faisant partie de la résistance des femmes contre le régime des mollahs. Vous allez nous raconter tout à l'heure vous-même votre lutte et votre combat, mais ce qui est intéressant dans l'expérience de Shirin, c'est le regard de l'avocate, c'est le regard de
de point de vue de justice, de comment finalement recueillir les témoignages et les injustices commises par le peuple iranien, dans l'espoir un jour de rendre justice à ces victimes et au peuple iranien qui se bat dans les conditions que vous connaissez, extrêmement dures et violentes. On a également le plaisir d'accueillir Dilnur Reyhan, qui est une activiste ouïghour, qui est chercheuse avant tout, et une activiste qui se bat pour les droits du peuple ouïghour, qui m'a corrigé tout à l'heure que souvent sur Internet c'est marqué qu'elle se bat pour la reconnaissance de génocide contre le peuple ouïghour, mais comme elle va nous expliquer tout à l'heure, ce génocide est finalement déjà reconnu, donc c'est plus pour la justice pour ce peuple et pour la fin de colonisation et la discrimination de la part du régime chinois, dont vous pouvez imaginer également les défis. Et nous avons bien sûr également Anastasia Bulbenko, qui est la prisonnière politique heureusement, prisonnier politique de Bélarus. Elle était arrêtée dans le cadre de l'affaire des étudiants, Studentskaya Del, qui a été assez tristement célèbre à un moment donné, quand tous les étudiants qui s'opposaient au régime de Loukachenko ont été massivement arrêtés, jugés, maltraités, et qui malheureusement a purgé sa peine jusqu'au bout. Elle n'a pas été relâchée, elle a purgé sa peine. Plus que ça, après sa libération, elle a été de nouveau arrêtée et passée de nouveau à travers ce qu'on appelle la détention administrative, qui en quelque sorte peut faire la compétition à la détention classique dans les colonies, parce que c'est des conditions extrêmement violentes et dures, qui maintenant est en exil, mais malheureusement, mentalement, comme tous les prisonniers des régimes bélarusses, continuent à vivre dans le cauchemar du passé. Et je suis vraiment très très honorée d'être aujourd'hui à votre côté. Et enfin, nous avons également Sergei Lagadinsky, qui est le député du Parlement européen et qui représente un homme politique allemand, juriste aussi, si je ne me trompe pas, et qui a le regard plus, qui va partager ce regard plus de député européenne sur les causes dont on est tous ici représentants, chacun à sa façon. Je pense que ce qui est intéressant de mentionner, que en préparant cette table ronde, je me suis rendu compte que personne d'entre nous, et moi compris, n'est né en France, ni dans le pays dans lequel il habite maintenant. Je suis russe d'origine, et même si je suis en France depuis 30 ans, bien sûr, je suis en lien très étroit avec la société civile russe et je travaille de façon quotidienne avec mes collègues. Sergei, vous êtes né en Russie, si je comprends bien, mais vous êtes un homme politique allemand qui a fait sa carrière en Allemagne et son éducation, si je comprends bien, aussi en Europe. Vous êtes iranienne, vous êtes arrivée en France fuyant le régime extrêmement dur, mais vous allez nous expliquer les détails. Je ne veux pas m'avancer. Et vous êtes également arrivée de votre pays, de votre peuple, si je peux dire, pour porter sa voix en France. Et votre parcours très violent était, comme j'ai déjà mentionné, l'exil suite à les répressions en Bélarus. Et maintenant, vous habitez également en Europe. Toutes ces histoires se croisent et tous les régimes dont nous sommes partis finalement, que nous avons quittés, les pays que nous avons quittés coopèrent très très bien entre eux. De plus en plus. Et en même temps, nous fonctionnons dans une société dans laquelle les clivages politiques et les défis idéologiques des sujets qui divisent sont de plus en plus multiples, et on peut voir ça à travers toutes les discussions autour du rôle de la Russie en Afrique, par exemple. On entend maintenant, des années après des guerres qui ont bouleversé et anéanti les peuples tchétchènes, ukrainiens, syriens, avec la participation des militaires russes. Mais on entend maintenant en Afrique que finalement, c'est certaines forces promoient le message que finalement, le rôle de la Russie peut être bénéfique suite au départ de la France. Nous avons les discussions autour d'Israël et de Palestine, qui créent également beaucoup de tensions et de débats au sein des sociétés civiles.
Nous avons des débats autour du rôle de l'OTAN, autour du rôle des États-Unis. Avec les élections américaines qui s'approchent, on parle de plus en plus d'ingérence américaine versus ingérence russe, et selon les positions politiques de chacun, ça provoque également des débats extrêmement violents. Tous ces débats sont à la fois les fruits de démocratie où chacun peut s'exprimer librement sur les sujets qui lui portent au cœur, mais sont également lourdement chauffés, si je peux le dire comme ça, par les régimes dont le but, c'est notre division. Dont le but, c'est d'empêcher l'union entre les forces de société civile. Et même là, on pourrait s'entendre sur les bases de droit international. Finalement, le but de ces régimes, c'est de diluer le droit international, que ce soit à travers la création des États disputés, à travers les créations de territoires avec les statuts hybrides, les forces avec les statuts hybrides, comme Wagner ou toutes ces unités qui ont suivi la création de Wagner, où le droit international, finalement, ne trouve pas forcément les mots à mettre sur ces phénomènes et ce qui empêche d'avancer là-dessus. Et nous, autant que société civile, on doit faire face à ces défis qui dépassent souvent les sociétés civiles qui doivent se battre pour leur propre survie dans chacun de leurs pays. Et je pense que ça crée un contexte, un paysage encore plus complexe qu'on n'a jamais connu auparavant pour avancer la voix des victimes, pour avancer la voix des sociétés civiles qui représentent ces victimes. Récemment, on en a parlé avec les collègues et peut-être on peut même projeter cette affiche que nous avons découverte dans les boîtes. Je ne sais pas si on peut projeter l'affiche. Donc c'est une affiche qui dit un président criminel vient d'être élu. Quand est-ce qu'il sera jugé? Je vous laisse deviner la date de cette affiche. Elle a 24 ans. 24 ans, c'est plus que certaines personnes présentes dans cette salle. Et elle a été produite à l'occasion donc des élections de président Poutine, juste après 99, quand Grozny, en Tchétchénie, était complètement en ruine, quand les crimes contre l'humanité, les crimes de guerre, les crimes de masse étaient omniprésents en Tchétchénie, et un tout petit groupe des personnes de société civile russe, principalement russes à l'époque, et les journalistes étrangers, dont les Français, étaient sur place pour dénoncer ces crimes. À l'époque, malgré tous les efforts des personnes qui ont travaillé sur ça il y a 24 ans, on n'a pas pu faire entendre la voix du peuple tchétchène suffisamment pour que tout le danger qui représente le régime de Poutine soit entendu. Syrie, Géorgie, l'Ukraine ont suivi. Maintenant, cette affiche est plus actuelle que jamais. Et même, entre-temps, la Cour pénale internationale a été créée, mais Poutine continue à faire des dégâts dans d'autres pays encore. Et la société civile est toujours concentrée, souvent, sur les Ukrainiens sur l'Ukraine, les Syriens sur la Syrie, les Géorgiens sur la Géorgie, les Iraniens sur l'Iran, les Ouïghours et ceux qui les défendent. Enfin, chacune de ces luttes a des groupes de soutien, mais il soutient ces groupes-là et pas l'ensemble de cette impunité grandissante dans le monde. Et je pense toujours avec beaucoup de douleur de Bélarus, parce que dans les grands enjeux économiques entre les pays qui ont beaucoup de ressources naturelles, qui ont des troupes, qui ont des bombes nucléaires, la lutte acharnée de la société civile bélarusse tombe souvent dans l'oubli, disparaît complètement de cartes géopolitiques du monde. Et même notre collègue Ales Bialiatski, dont je tenais à prononcer le nom aujourd'hui, le prix Nobel de 2022, est toujours en prison. Il est condamné pour 10 ans pour être battu toute sa vie pour le droit des Bélarusses, mais également de beaucoup d'autres peuples. Il a fait des missions de solidarité un peu partout à travers le monde, et finalement on en parle très très peu, et beaucoup de gens ne savent même pas que le prix Nobel Bélarus est toujours en prison et il subit toujours le sort absolument terrible des personnes qu'il a défendues toute sa vie. Donc voilà, la question après cette longue intervention, mais que je tenais à faire parce que je pense que ça place le débat qu'on va avoir dans ce contexte un peu plus global, j'aimerais passer la parole à vous. Pour que vous nous parliez un tout petit peu de cette lutte que vous avez
accompagné finalement assez longtemps la lutte des Ouïghours pour la reconnaissance de souffrances qui continue contre ce peuple, et en même temps le triste constat que malgré tous les efforts et malgré toute votre lutte, finalement on est encore loin de victoire sur cette question-là. Et qu'est-ce qui, pensez-vous, je passe tout de suite cette question, doit être fait dans la coopération internationale des sociétés civiles pour finalement unir nos forces face à des crimes de cette ampleur? Merci. Merci beaucoup. Merci de m'avoir invité à cette discussion. Surtout en fait en ce qui concerne la Russie, en fait le destin des Ouïghours et du peuple ouïghour et de leur pays était toujours déterminé par les Russes. Nous avons connu, avant d'être envahis par la Chine communiste, nous avons fondé au cours du XXe siècle deux républiques, deux fois république indépendante de Turkestan oriental. Et les deux fois, les deux républiques ont été terminées par les Russes. Donc, et que pour la prochaine, et que la lutte actuelle, c'est sortir de la colonisation chinoise, d'obtenir l'indépendance pour une troisième république, et que on sait, à chaque Ouïghour pertinemment, on sait notre destin, encore une fois, peut être déterminé ou alors influencé par notre grand voisin géant, la Russie. Et donc, je suis avant tout, comme vous avez dit, je suis avant tout chercheuse. Je suis plus précisément, je suis sociologue. J'enseigne à Sciences Po, Paris, et j'enseigne aussi à l'Institut l'INALCO. Et depuis 2017, plus précisément 2019, comme de nombreux de mes collègues travaillant sur les études ouïghours, j'ai dû devenir, comme on dit en anglais, scholar activist, donc chercheuse activiste, face à l'ampleur des crimes chinois commis et toujours en cours d'un génocide contre le peuple ouïghour. Mais cependant, le combat des Ouïghours n'est pas nouveau et la répression chinoise contre les Ouïghours n'est pas nouveau. Et cela fait 75 ans, donc depuis 1949, que les Ouïghours se battent contre la colonisation chinoise. Et que malheureusement, dans le monde actuel, en raison de la puissance chinoise et même dans le monde de la recherche, nos collègues, tout récemment, depuis 6-7 ans, ouvertement commencent à parler de la situation coloniale. Et avant ça, ils ne pouvaient même pas prononcer le mot colonie, enfin la définition de relation coloniale entre les Ouïghours, le pays ouïghour et la Chine, par peur de ne pas avoir de visa en Chine. Donc la question, comme de nombreuses personnes connaissent, depuis 2017 en particulier, la Chine mène un génocide contre les Ouïghours et ce génocide est toujours en cours. Malheureusement, depuis la guerre russe en Ukraine, depuis février 2022 et encore plus récemment la guerre israélienne au Proche-Orient, la question ouïghour est totalement mise de côté et on ne parle plus trop de ce génocide qui est toujours en cours. Et évidemment, cela profite à la Chine, au régime chinois, de continuer de plus belle ces réalisations. Et d'autant que la relation sino-russe et depuis toujours, c'est des meilleurs alliés, et donc et que la Russie a toujours joué le rôle de grand frère de la Chine, et même en fait, actuellement, depuis un certain temps, dans la communication et la propagande, la Russie est un bon exemple aussi, en fait, comme un modèle pour la Chine, et, dans la négation de ces crimes contre les Ouïghours. Et donc en fait notre combat en fait de la diaspora, en tout cas en fait en France depuis janvier 2022, le Parlement français a reconnu le crime génocidaire de la Chine contre les Ouïghours, et cependant en fait il y a seulement une douzaine de pays qui ont reconnu ce génocide, et que ces douzaines de pays sont tous des démocraties.
contre le reste du monde, notamment le monde musulman, mais aussi le monde l'allié de l'autocratie, toute l'allié de l'autocratie, les pays africains, les pays latinos, etc. Ils forment une alliance avec la Chine, l'alliance des autocrates contre le monde démocrate. Et donc, à l'heure actuelle des choses, personnellement, en France ou en Europe, notre combat, c'est désormais, en fait, reconnaissance, en effet, de la situation coloniale sino-ouïghour et de reconnaître notre combat anticolonial et de revendiquer aussi toutes les forces. C'est pourquoi je suis là aussi, c'est qu'en fait, qu'on forme une alliance et contre les États coloniaux, contre les États dictatoriaux et totalitaires, et face à l'immobilité de nos États démocratiques qui sont totalement immobiles et ils ne font rien pour défendre la démocratie en face, alors qu'il y a une très forte alliance des autocrates pour détruire la démocratie et pour la remplacer par l'autocratie. Ce qu'on voit, par exemple, en fait, le modèle chinois, que depuis 2019, Xi Jinping vend le modèle chinois très publiquement, ouvertement. Il y avait même, en fait, le Premier ministre polonais en 2020 qui parlait d'une possible application de modèle chinois, c'est-à-dire, en fait, être un régime fort et riche. Donc, vous voyez, en fait, quand on sait que l'alliance de la Chine avec, sans aucun doute, de la Russie jusqu'en Europe, notamment avec l'Hongrie de Viktor Orban, et on sait qu'en fait, leur plan, leur alliance avance de grands pas pendant que nos démocraties ne bougent. C'est pourquoi, en fait, nous sommes là aussi pour réfléchir. Enfin, étant donné que nos États démocratiques ne font rien, qu'est-ce que nous, les sociétés civiles, nous pouvons faire ensemble face à cela, effectivement. Merci beaucoup pour ce témoignage et pour cet appel en action. Je pense que ça va être important de laisser le temps aussi pour l'échange avec la salle, pour voir comment concrètement cette alliance, comment concrètement ces échanges peuvent avoir lieu et quelle forme ça peut prendre. Je voulais passer un tout petit peu dans une autre partie du monde et parler de Bélarus. Donc, pour rappel, le président Loukachenko est au pouvoir depuis 1994, donc c'est-à-dire qu'il est beaucoup plus âgé que l'affiche de 24 ans que je vous ai montrée. Il est au pouvoir depuis plus longtemps, depuis 1994. Il y avait beaucoup de périodes différentes dans l'histoire de Bélarus, avec des manifestations, avec les protestations, avec un peu plus de liberté ou avec un peu moins de liberté, avec un peu plus de prisonniers politiques, un peu moins de prisonniers politiques. La particularité de ce pays, c'est que son seule ressource humaine et économique et naturelle, c'est sa position entre l'Europe et la Russie. Donc c'est dans ce tango à trois que Bélarus fait les pas tantôt vers l'Europe, tantôt vers la Russie, maintenant lié par la guerre criminelle en Ukraine. Je pense que ces pas de danse vont être plus compliqués et le destin de Bélarus est beaucoup plus étroitement lié encore à la Russie qu'il l'était avant. Et au sein de cette société a toujours existé une société civile bélarusse extrêmement forte, extrêmement présente, extrêmement diversifiée, avec les mouvements très forts, dont bien sûr nous avons tous admiré le courage en 2020 quand des milliers de personnes sont sorties dans la rue malgré les répressions absolument terrifiantes et les tortures qui en ont suivi pour la plupart des manifestants. Depuis, une très grande partie des personnes qui sont battues pour la démocratie dans ce pays ont dû quitter le pays, ils se trouvent en exil, et l'autre partie se trouve en prison. Quasiment rien n'est possible, en tout cas vu de loin, à faire au Bélarus actuellement, même observer un procès
devient un crime. Toutes les organisations de défense des droits humains sont reconnues extrémistes, même leurs réseaux sociaux sont reconnus extrémistes, donc même se rendre sur un groupe WhatsApp où il y a les informations propagées par les groupes indépendants depuis l'exil représente une offense criminelle. Comment opposer le régime dans ce niveau de violence, le régime en place depuis tellement longtemps, avec tellement de générations dont le vôtre, qui sont nés bien après l'arrivée au pouvoir de la personne en question et qui n'est pas prêt à lâcher sa prise. Comment travailler depuis l'exil et qu'est-ce que votre expérience personnelle, que vous avez payé très très cher par votre liberté et votre bien-être, qu'est-ce que ce parcours vous inspire en termes d'alliance possible de forces démocratiques des régimes aussi totalitaires? Здравствуйте, меня зовут Ася. Я не знаю не могу рассказать, поделиться вам всей историей сопротивления в Беларуси, потому что мне только 23 года, и в 1994 году меня еще просто навсего не было. Да, поделюсь с вами своим личным опытом. Что же со мной произошло? Когда мне исполнилось 19 лет, в 2010 году в Беларуси проходили выборы, и les élections donc en Bélarus, et c'était les premières élections où je pouvais voter, j'avais le droit de voter, et ce que j'ai fait bien sûr. Avant, j'étais une personne apolitique, pas politisée du tout. Ma famille n'était pas politisée du tout non plus. Je pense que c'est important de préciser cela. Et je me retrouve dans toute cette histoire un petit peu par hasard parce que je vois ce qui se passe avec toutes ces personnes qui ont protesté après les élections de 2020 et qui ont protesté, qui ont raconté tout ce qui se passait dans les bureaux de vote, qui ont raconté tous les cas de violence contre les militants, contre les opposants, les tabassages, les gens qui étaient tués directement dans les rues. Et donc moi, j'avais que 19 ans, j'avais une étudiante et je ne pouvais pas rester silencieuse, je ne pouvais pas baisser les bras. Et encore une fois, je ne comprenais rien à la politique, je ne comprenais rien à ce qui se passait, mais je ne pouvais pas rester les bras croisés en fait. Et c'est là que j'ai commencé à participer activement dans les protestations, dans les manifestations, pendant l'été et puis à la rentrée aussi, j'ai continué cette activité-là. Donc je ne pouvais pas me permettre en fait d'aller en cours sans rien dire alors qu'il y avait des violences terribles contre mes concitoyens. Donc il y avait de plus en plus d'arrestations, de plaintes pénales, donc de cas au pénal. Et j'ai commencé à descendre dans les rues avec les autres manifestants. Et nous, les étudiants, on a été gravement réprimés dès le début. Donc à commencer par le recteur de notre université et jusqu'aux affaires pénales. Donc la toute première fois, on m'a arrêté pour la participation à la marche des femmes. Donc c'était une marche où les femmes sont descendues dans les rues avec des fleurs, même pas de drapeau ni de pancarte. Donc bien sûr, il n'y avait aucune violence, on n'a pas lancé des cailloux ou quoi que ce soit. Mais il y avait près de 500 femmes qui ont été arrêtées, y compris moi. On nous a relâchés. Mais un mois plus tard, on m'a encore une fois arrêté pour la participation dans la marche des étudiants. Et là, en fait, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils m'ont marqué, en fait, les CRS m'ont marqué avec de la peinture rouge. Donc les policiers bélarusses, ils vous marquent avec de la peinture. Pourquoi? Parce qu'on avait déjà fait ça pendant les protestations en août 2020. Donc en fait, c'était pour notifier aux autres CRS que voilà, t'es quelqu'un qui a participé aux manifestations, donc on peut recourir à de la violence contre toi. Donc en fait, c'était de l'intimidation, de la violence psychologique, puisque pendant plusieurs heures, je savais que je risquais d'être tabassée par les CRS. Donc cela ne s'est pas produit, mais on m'a
arrêtée pendant 10 jours et on m'a virée de l'université puisque j'étais arrêtée pendant 10 ans et j'étais pas présente 10 jours et j'étais pas présente en cours pendant 10 jours et donc on m'a virée pour cette absence non expliquée. Et ensuite, c'était le jour noir de ma vie où les CRS sont venus chez moi. Le KGB, normalement, moi je me disais que c'était des personnes qui s'occupaient des affaires très sérieuses, mais en fait ils sont venus m'arrêter moi et 10 autres étudiants. Et c'était donc cette fameuse affaire d'étudiants. Et moi j'étais condamnée à 2 ans, donc j'ai fait 2 ans de prison. En ce qui concerne les conditions dans la colonie pénitentiaire, c'est difficile de le décrire parce que c'était très compliqué du point de vue physique. Moi, je peux vous parler uniquement de la colonie féminine, colonie pénitentiaire féminine. Donc, par exemple, tu dois porter l'uniforme. C'est une sorte de robe que tu dois porter toute l'année, y compris l'hiver quand tu dois faire des travaux physiques très dur. Donc en fait c'est de la déshumanisation. Donc tu ne te sens pas comme une personne, comme un individu. C'est fait exactement pour ça. C'est un système répressif qui te prive de ton humanité, de ta dignité. Donc moi j'ai été reconnue prisonnière politique et donc tu sais que tu es en prison alors que tu n'as rien fait. Et non seulement tu es en prison, mais tu es sous pression constante psychologique, de l'humiliation. Donc c'est une sorte de jeu psychologique pour t'humilier, pour t'intimider, pour que tu te sentes à part parmi les autres prisonniers. Donc nous, les prisonniers politiques, on avait des sortes de marques jaunes sur nos robes, sur nos uniformes. Donc c'était comme dans un film, en fait. C'était assez hallucinant de voir que ça peut se passer aujourd'hui au XXIe siècle. Et donc après ma libération, quand j'ai voulu quitter le Bélarus, j'ai pas pu le faire puisque j'étais interdite de sortir du pays. Et bien sûr, moi, je voulais parler de mon histoire, je voulais parler au monde entier de ce qui se passe au Bélarus. Et effectivement, le régime voulait m'en empêcher. Et donc moi, j'ai essayé de porter plainte pour qu'on lève cette interdiction de quitter le pays. Parce que c'était pas fondé sur quelque chose. Je savais que c'était pas du tout juste comme interdiction. Et donc, dès que cette interdiction a été levée, le jour de l'audience, on m'a arrêté à la sortie du tribunal. Donc le jour même, l'heure même. En fait, c'était des agents civils qui n'ont pas d'uniforme. Donc ils agissent comme des agents de la mafia, on dirait, parce qu'ils t'arrêtent. Ils ont aucun uniforme, ils se présentent pas. Et la dernière fois, par exemple, quand ils m'ont arrêté, ils m'ont dit qu'ils allaient m'amener dans une forêt. Et moi, je me disais, est-ce que c'est des tueurs en série? Est-ce que c'est parce que moi, je me demandais en fait si c'était des policiers ou des agents du KGB. Je ne savais pas. Donc en fait, je leur ai demandé où on allait. Est-ce que j'allais avoir un avocat? On m'a dit, bah non, on va dans le bois. Tu n'auras pas besoin d'avocat. Donc moi, je me disais que c'était des tueurs en série ou des violeurs, je ne sais pas. Donc finalement, on m'a amené dans un poste de police. Donc on a établi un PV comme quoi j'avais fait des actes de léganisme dans la rue ou je sais pas quoi. Et ils m'ont mis dans une cellule qui était encore plus terrifiante que la colonie pénitentiaire en fait, parce que en fait c'était vraiment une expérience qui m'a complètement bouleversée, qui m'a changée. C'était vraiment pire que la colonie pénitentiaire. Et donc c'est le Okrestino, donc c'est un centre de détention provisoire qui est tristement connu. Donc c'est une cellule de 7 mètres carrés où il y avait une quinzaine de femmes.
Donc on m'a tout de suite dit qu'il y avait des puces dans cette cellule. Donc il y a que 2 lits en fait, c'est un lit superposé, donc il y a deux banquettes. Donc tout le monde dormait par terre, il n'y avait même pas de matelas. Donc on dormait sur un sol en métal ou sur les lits en métal. On n'avait pas vraiment de nourriture parce que c'était pas. On nous donnait de la nourriture, mais c'était pas du tout suffisant. Donc même le pain est très limité. Donc en fait, t'as faim, t'as froid, t'as pas de vêtements, t'as pas de douche, t'as rien du tout. Donc et juste t'as quelques entretiens avec les agents où on essaie de t'intimider aussi. C'est de la violence psychologique. Et donc ils m'ont, j'ai été condamnée à 15 jours. Mais j'étais tellement traumatisée déjà que pour moi c'était complètement terrible. Et je ne savais pas ce qui allait se passer par la suite. Et avant, donc la veille de ma libération prévue, donc au 14e jour, il y avait des agents du KGB qui sont venus, qui m'ont demandé de chanter l'hymne national, de me tenir debout et de leur donner la liste des fêtes nationales du Bélarus. Et ils m'ont dit que si tu le fais pas bien, tu vas pas être libéré demain. Et donc le lendemain, on m'a encore recondamné à plusieurs jours de cellule. Donc en fait, tu sais même pas si tu vas sortir un jour. Donc tu sais qu'ils peuvent faire ce qu'ils veulent avec toi. Et même si tu descends dans la rue, si tu sors juste te promener sans aucune pancarte, sans aucun drapeau, on peut quand même t'arrêter. On peut toujours trouver un prétexte pour t'arrêter et pour te condamner à de la prison. Et donc il faut se rendre compte qu'en fait c'est des centaines de milliers de personnes qui avaient mis des likes ou des commentaires sur des posts et ce sont des gens qui sont emprisonnés aujourd'hui au Bélarus et on n'a même pas de chiffres exacts parce que ces personnes-là, ils ont peur de parler de leur histoire, de notifier sur leur histoire parce qu'ils risquent de se retrouver encore une fois en prison parce qu'on peut t'accuser d'avoir communiqué avec des organisations экстремистов. 2000 уже освободились. И это все в стране, где население чуть больше 9 миллионов человек. То есть это страшные цифры, это страшное процентное соотношение. Конечно, у меня сейчас посттравматическое стрессовое расстройство. То есть последний раз я освободилась примерно 4 года назад. Но ничего не закончилось. Это самое страшное. Je souffre toujours du syndrome post-traumatique et je ne suis qu'une personne des 2000 qui ont été libérés et un peu moins de 2000 qui restent toujours en prison. 1700 restent à ce jour en prison. Et il est très difficile pour moi de vivre ça. Ce que je partage avec vous, c'est vraiment la douleur que je vais porter avec moi toute la vie. J'étais pourtant persuadé d'avoir fait les bonnes choses et de ne pas avoir violé la loi. Je n'ai pas violé la loi. Oui, j'ai proposé de prendre des posters et d'aller manifester. Je n'ai fait qu'exercer mon droit, comme ont fait d'autres. Les gens au Bélarus aujourd'hui ont peur. Et la seule chose que je peux dire pour caractériser, c'est que le pays est devenu une grande prison. Comme j'ai appris de ma propre expérience, en sortant de prison, tu n'es pas vraiment libéré. Juste les barbelés sont autour d'un territoire un peu plus grand, celui du pays. Qu'est-ce que je peux dire ensuite? Ce qui peut être fait pour s'unir. J'essaierai aussi de partager ma propre expérience. Et encore une fois, je ne suis pas une personnalité politique, je n'ai pas vraiment d'expérience politique ou de militantisme. Donc j'étais parti du Bélarus. Moi, initialement, je voulais juste vivre comme toute personne qui est jeune. Je voulais aller dans des cafés et au théâtre, être amoureuse, vivre. Et cette expérience m'a changé. Je ne peux plus tout simplement vivre une vie tranquille à l'heure que des gens restent en prison pour rien aujourd'hui. Il y a des gens innocents qui sont aujourd'hui en prison.
Donc, c'est ce qui m'a mis sur le chemin de l'activisme. J'avais fait une action solitaire à Vilnius, c'était l'anniversaire des élections. J'étais sorti dans la rue, j'étais en robe rouge et avec des menottes. Ensuite, j'ai rejoint quelques projets d'aide aux prisonniers politiques. Les autorités biélorusses, ils m'ont déclaré extrémiste, ils ont saisi mon appartement que j'avais là-bas et je suis sous le coup d'une enquête pénale spéciale. Et généralement, je suis simplement une personne qui ne peut pas rester à indifférence en voyant la souffrance d'autrui. Et ce que je peux dire, c'est que les histoires de pays très différents, où les événements diffèrent, mais le cauchemar est le même, les horreurs sont les mêmes et nous essayons de lutter contre le même genre de choses. Oui, et nous avons chacun notre spécificité, celle de nos pays d'origine. Et donc, je pense qu'il n'est pas correct de penser que c'est séparé. Bien sûr, moi, au niveau de ma personne, je ne peux rien faire pour que demain, Poutine démissionne. Évidemment, il n'y a aucune chance. Mais j'ai, par exemple, participé à des événements où on écrivait des lettres aux prisonniers politiques. J'avais organisé un événement pour soutenir les prisonniers politiques en Kazakhstan. Donc c'était à Vilnius. Après, avec la guerre entre la Russie et l'Ukraine, le pouvoir de Poutine et celui de Loukachenko sont très liés. J'étais membre de l'association des journalistes de Bélarus de propagande de Loukachenko. Elle est contrôlée par le Kremlin. Ce n'est pas juste des méthodes que les Bélarusses apprennent. En 2020, des journalistes des chaînes d'État russes sont venus à Minsk pour travailler sur les chaînes de l'État. Et les services de l'État coopèrent, nous devons coopérer entre nous aussi. Par la voie de l'art, par exemple, des conférences, diffuser les informations, partager les expériences. C'est effectivement très important. Nos expériences individuelles diffèrent, mais beaucoup de choses sont identiques. Et je suis persuadé que le maintien de ces interactions pourra nous aider parce que le mal contre lequel nous luttons, il est le même. Et ce n'est qu'en unissant les forces que nous avons une chance de le vaincre. Comme dans les dessins animés, vous savez. Voilà, merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour ce témoignage. Et je peux juste imaginer à quel point ça doit être compliqué de partager ce genre d'histoire, ce genre de souffrance. Et en même temps, je pense que c'est extrêmement important. Parce que même si on a tous entendu parler de terrible dictateur Loukachenko qui dirige Bélarus de main de fer depuis tant d'années, je pense que très peu de gens imaginent le niveau de violence et le niveau de réalité, la violence de la réalité que Bélarus traverse quotidiennement. Effectivement, un pourcentage absolument incroyable des gens passent par ces prisons, sont dans les prisons actuellement au moment qu'on se parle. Complètement privés de personnalité, de droit d'échange. On peut parler des lettres aux prisonniers politiques russes. C'est beaucoup plus compliqué de parler des lettres aux prisonniers politiques bélarusses parce que peu de ces lettres arrivent jusqu'à présent. Pour le moment, on a encore la possibilité d'échanger par écrit avec les prisonniers politiques russes, mais avec la plupart de nos amis dans les prisons bélarusses, on ne peut plus communiquer. Alice Belaski, dont on parlait tout à l'heure, ne reçoit aucun message, aucune lettre, aucun appel
aucun colis. Ce qui, comme vous avez expliqué, est extrêmement compliqué dans les prisons actuelles. Et tant de femmes, d'hommes et, si je peux me permettre, enfants, sont encore dans les prisons de Bélarus dans des conditions absolument ignobles. On va revenir à cette situation peut-être dans le débat si on a le temps, mais je pense qu'il était important de vous laisser tout le temps nécessaire pour parler de votre histoire. Et je tourne vers vous maintenant, Chérine, parce que je pense que quelque part, ce témoignage très personnel fait la bonne, si je peux le dire, ou mauvaise transition pour les situations en Iran où la jeunesse, les jeunes femmes aussi, qui ont organisé les mêmes types de manifestations que celles pour lesquelles Assa a été arrêtée, les manifestations des femmes pour la dignité, se retrouvent dans des conditions finalement semblables. Ils rencontrent un destin aussi terrible et violent que ce qu'on vient d'entendre, et vous représentez ces victimes. Merci beaucoup. Merci beaucoup, chère Anastasia, pour votre témoignage qui est à la fois très émouvant, mais surtout qui nous rappelle que vous avez raison, tous les prisonniers politiques du monde font face à la cruauté de leurs bourreaux, mais aussi à ce que Narges Mohammadi, qui est actuellement incarcéré dans les prisons politiques iraniennes, a décrit la torture blanche. La torture blanche, c'est la torture qui ne laisse pas de traces physiques, mais c'est les pressions psychologiques qui anéantissent en fait les prisonniers politiques et qui font que quand ils ressortent, ils ne sont plus jamais comme avant. Et je crois que cette souffrance-là, elle est partagée, quelles que soient les prisons politiques dans le monde. Narges Mohammadi, que j'ai l'honneur de défendre, c'est une militante iranienne du droit des femmes qui s'oppose à la théocratie iranienne parce que, vous le savez, le système iranien, c'est un système d'une cruauté redoutable où vous avez à la fois un système militaire autour d'une milice para-armée, les gardiens de la révolution, mais c'est aussi une idéologie d'État et, en l'occurrence, un intégrisme religieux. Narges Mohammadi, donc, qui est prix Nobel de la paix 2023, est actuellement dans une des pires prisons politiques du pays. Elle n'a pas commis de crime, si ce n'est qu'elle demandait, avec ses camarades de la prison des femmes, puisqu'elle aussi partageait sa cellule avec un certain nombre de femmes. Et là encore, peut-être qu'il y aura une similitude avec la Russie, le Bélarus, mais les prisons politiques aussi chinoises. C'est que ces femmes, elles sont intellectuelles, ce sont des académiques censurés, ce sont des syndicalistes, ce sont des écologistes aussi, parce que leur crime, ça a été de mettre fin au système clientéliste et népotique d'un certain nombre de groupes de pression financiers qui utilisent les ressources iraniennes et qui les vendent à leurs amis, parce qu'il y a un système népotique mafieux, et je crois que là aussi il y a une similitude dans les conditions de ces pays-là. Et ce sont des étudiantes qui ont eu le malheur de se mobiliser pour demander ce que vous demandiez, à savoir en fait l'exercice de leurs droits les plus élémentaires. Et ça m'amène à une réflexion, c'est de me dire que s'il y a un combat qui peut être mené en commun contre l'alliance des autocrates, c'est bien parce qu'il y a des points communs entre ces pays-là. J'en ai noté plusieurs au fil de nos échanges. Le premier, c'est évidemment des systèmes qui nient liberté publique et les libertés démocratiques. Il n'y a pas en Iran de liberté d'association, c'est-à-dire que vous n'avez pas de syndicats indépendants libres. Tous les syndicats sont noyautés par des agents qui sont des agents du régime ou d'une façon générale qui sont à la main des services de renseignement. Vous avez une police politique, les gardiens de la révolution, et d'une façon générale qui traque tout élément de dissidence dans le débat public. Vous avez des médias d'État qui sont contrôlés par l'État, et donc il n'y a pas de liberté de la presse en Iran. Je crois que sur ces éléments-là, il y a des éléments de similitude entre nos pays. Il y a effectivement un autre élément qui, je pense, nous unit, c'est la répression de la société civile. Cette répression de la société civile, je l'ai dit tout à l'heure, elle est dirigée contre les avocats,
les journalistes, les étudiants, les académiques, d'une façon générale, les artistes aussi, les minorités de genre. Je crois que c'est aussi une des particularités de ces systèmes-là, c'est que on va venir traquer non seulement la dissidence, mais aussi celui qui est différent par le mode de vie d'une façon générale. Un autre élément qui me semble être un élément de similitude, c'est un narratif. En permanence, les Iraniens se battent contre le narratif du régime. C'est-à-dire qu'il faut bien comprendre, et je crois qu'il y a des similitudes, un Iranien qui allume la télévision d'État n'a jamais accès à l'information libre. Il est obligé de reconstituer en fait la narration parce qu'il y a un rapport à la vérité qui n'est pas le rapport à la vérité dans une démocratie. Et donc je crois que cette volonté en permanence de rétablir les faits et de rétablir la vérité, c'est aussi un combat qu'on peut avoir, notamment quand on sait par exemple que la Chine déploie une propagande massive pour non seulement masquer la réalité de la colonisation, mais aussi ses crimes. Et je crois que ça, c'est un élément aussi de similitude. Un autre élément qui m'a beaucoup frappé en écoutant nos récits, c'est l'exigence de justice. L'exigence de justice, vous avez montré tout à l'heure cette affiche, 24 ans, le régime iranien, il est en place depuis 1979, l'ayatollah Khomeini qui est arrivé au pouvoir à la faveur d'une révolution islamique, puisque je l'ai dit tout à l'heure, c'est l'accession au pouvoir d'une idéologie d'intégrisme religieux, et entre-temps, il y a eu des milliers et des milliers d'opposants qui ont été assassinés, et de façon extrajudiciaire. Il faut bien comprendre que le régime iranien ne s'embarrasse pas toujours de la justice révolutionnaire, parce que ça aussi c'est un élément qui est un élément de similitude. C'est les tribunaux dont vous avez parlé, où en fait il y a une justice aux ordres du pouvoir politique, et où en réalité c'est des accusations qui sont des accusations politiques, dans le cadre de procès qui ne sont pas de procès, qui sont, alors on dira pour l'expression des procès de Moscou, mais les procès de Moscou, ils ont lieu aussi à Téhéran, ils ont aussi lieu pour les Ouïghours. Donc on a des systèmes où finalement il n'y a pas de justice indépendante, qui est une justice aux ordres, qui condamne les opposants, en réalité, avec des accusations qui sont fallacieuses. Et là, je le dis en qualité d'avocate, sans qu'il n'y ait d'avocat qui soit en capacité de les défendre. Parce que une des similitudes aussi, c'est que les avocats sont poursuivis pour exercer leur métier. Et donc, par l'exemple des Iraniens, les avocates qui ont défendu les manifestantes, qui ont refusé de se voiler, eh bien, ont elles-mêmes été poursuivies et emprisonnées parce que le pouvoir politique leur reprochait les idées et les opinions dissidentes de leurs clients. Alors qu'on sait parfaitement que dans une démocratie, eh bien, un avocat défend non pas les valeurs de son client, mais défend la personne qui est accusée dans un tribunal. Donc, il y a effectivement cette question de l'exigence d'une justice, et d'une justice interne, mais aussi d'une justice internationale, parce que ce qui est insupportable pour les opposants, ce qui est insupportable pour les victimes qui ont été tuées par ces régimes, c'est l'impunité des bourreaux et le fait que jamais ils ne rendent des comptes devant la justice. Et je crois que cette exigence, elle est commune entre nous tous. Un autre élément sur lequel je voulais revenir, c'est la rhétorique de la guerre. La guerre dans laquelle est engagée, alors évidemment, dans laquelle est engagé Poutine, la guerre larvée, même si au cas chinois, bon, il y a une différence, mais la guerre dans laquelle le régime aujourd'hui de la République islamique est impliqué à différents niveaux. La livraison évidemment des drones à la Russie dans le cadre du conflit et de l'agression et de la guerre illégale contre l'Ukraine évidemment. La guerre au Proche-Orient dans laquelle la République islamique, par le biais de ses proxys satellitaires du Hezbollah, du Hamas, va venir alimenter ce conflit-là. Cette rhétorique de la guerre, pourquoi elle est voulue par le régime iranien? Parce que la militarisation de la société permet de mieux réprimer les dissidents à l'intérieur du pays. Parce que quand le régime il est engagé sur le front de la guerre extérieure, eh ben il peut venir imposer la loi martiale. Il peut venir expliquer que sur les chaînes de télévision nationales, eh ben on n'a pas le droit de critiquer la guerre. Parce que si on critique la guerre, eh ben en fait on critique le pouvoir politique. Donc de tout temps, la guerre a été le moyen pour les autocrates de venir justifier la guerre à l'intérieur et la traque des dissidents politiques, parce que ça vient verrouiller absolument toute la société. Donc ça, je crois que c'est un élément aussi de comparaison. Et enfin, peut-être,
Évidemment, deux éléments saillants. La question des prisonniers politiques, je l'ai dit, qui sont les mêmes, et la question de la répression transnationale, parce que, on l'a dit tout à l'heure, il y a ici des gens qui sont en exil, mais eh bien, l'insécurité, elle ne s'arrête pas parce qu'on est à des milliers de kilomètres d'un système qui déploie des tentacules avec des systèmes de renseignement qui sont en capacité de traquer aujourd'hui dans cette salle toutes les personnes qui s'y trouvent et qui sont en capacité de dire exactement, y compris à l'étranger, qui sont les opposants qui continuent leur combat en exil. Et je crois d'ailleurs que, Dilnour, tu en sais quelque chose, quand il y a quelques mois à peine, les systèmes, le régime chinois qui est accueilli à bras ouverts d'ailleurs par des délégations française, eh bien, par le biais de ses milices et de sa mafia privée, est en capacité d'arrêter en fait des opposants en exil. Eh bien, ça, je crois que on est plusieurs dans cette salle à avoir des problématiques communes, et c'est aussi le cas évidemment des opposants en exil iraniens. Et alors, face à ce constat à tous ces égards qui sont des problématiques communes, et bien évidemment il y a un désir de se mobiliser ensemble. Et la question c'est de se dire mais comment on se mobilise, parce que effectivement on a des dirigeants politiques aujourd'hui, y compris en Occident, et je dirais même surtout en Occident, qui non seulement en fait nous ont expliqué que la réelle politique c'était quelque chose qui devait prospérer, et on voit qu'aujourd'hui il y a un échec de cette réelle politique. C'est pas vrai, la guerre elle fait rage partout, les autocrates ils continuent de se maintenir au pouvoir, et finalement la diplomatie de la réelle politique c'est un échec, et c'est pas qu'un échec moral, c'est aussi un échec pragmatique en fait dans les faits. Donc qu'est-ce qu'on fait face à ça? On oppose une autre vision. L'autre vision c'est quoi? C'est la diplomatie des droits humains. C'est dire vous avez essayé la diplomatie finalement du tout économique, on va essayer de maintenir des relations bilatérales parce que vous comprenez c'est des grandes puissances, parce que vous comprenez on a nos intérêts, parce qu'on a besoin de gaz, du gaz russe, on a besoin du pétrole iranien, donc vous comprenez c'est comme ça qu'on va maintenir la paix. Tout ça, ça a été un échec. Donc nous, qu'est-ce qu'on fait en tant que citoyens? C'est de dire, face à cette diplomatie qui a été un échec, il y a une diplomatie citoyenne qui est possible. C'est l'alliance des peuples et c'est l'alliance des structures de la société civile à l'étranger qui peuvent opposer ce narratif en commun. Et alors comment on fait? On prend les outils démocratiques. Ça veut dire qu'on monte des structures associatives. Ça veut dire qu'on se fait entendre dans le débat public. Ça veut dire qu'on est partout. Et c'est ce qu'on fait. Dilnour, vous, moi, on va parler sur les plateaux de télévision parce qu'on oppose du contre-narratif. Et donc moi je suis très contente de me retrouver à cette table parce que ça dit qu'il y a une vision alternative qui est possible, mais surtout on doit prendre l'espace dans la société civile. Et pour ça, et je termine par là, on a besoin de tout le monde, on a besoin de structurer le milieu universitaire, et c'est pour ça qu'on a des universitaires qui sont engagés dans cette lutte-là. On a besoin de parler avec les étudiants parce qu'on sait que c'est aussi les étudiants dans les campus universitaires qui sont les alliés de nos causes. On a besoin des journalistes, et voilà. Et toutes ces personnes ensemble, peuvent converger à opposer une autre vision de la société. Et je termine, et bien sûr on a besoin des élus, parce que les élus sont aussi un facteur de cette convergence. Merci. Voilà, ne le prenez pas comme pression. Voilà, maintenant on se tourne vers vous. Si je comprends bien, vous êtes membre de la Commission internationale du Parlement des affaires internationales du Parlement européen. Face à tous ces témoignages, à ces réclamations, à ces appels à l'aide, qui j'imagine vous arrivent de partout, on aurait pu compléter cette table avec des femmes afghanes, avec des représentants de plein d'autres pays qui rencontrent des situations extrêmement violentes, femmes et hommes. Je pensais aux Afghanes parce que là aussi on est face à une situation absolument intolérable et à laquelle la communauté internationale n'arrive pas à trouver de réponse. Comme les situations dont on vient d'entendre, et où je suis d'accord, toutes ces luttes sont entièrement liées. Politiquement, économiquement, idéologiquement, vous avez très bien défini ces lignes ces croisements de lutte de deux côtés. Qu'est-ce qui peut et doit faire la communauté internationale et pourquoi cette réponse qui est tant entendue par toutes ces personnes qui sont exprimées n'arrive pas, arrive peu, et qu'est-ce que nous, en tant que société civile, on peut faire pour pousser pour une réponse plus
je dirais presque agressif à toutes ces violations nombreuses dont nous avons entendu parler. Alors, pour commencer, Начнем с того, что начнем с суровой правды. В Европарламенте, annoncer la cruelle réalité. Les gens qui siègent au Parlement européen ou ailleurs ne sont pas magiciens. Je ne m'attends donc pas à des miracles. Évidemment, nous devons et nous tâchons de travailler pour soutenir la société civile au niveau international dans des pays différents. C'est possible sous des formes différentes, ce que nous faisons, comme le format de maintenant dans lequel nous nous trouvons. Au Parlement européen, nous votons qui sera le prochain lauréat du prix Sakharov. Du point de vue d'un citoyen lambda, est-ce que cela a une vraie importance? Non, mais j'ai insisté pour que dans le shortlist soit inclus le nom d'un scientifique azéri assez connu. C'est un dissident qui est aujourd'hui assigné à résidence et qui a beaucoup de problèmes de santé. Il était connu pour son travail d'activisme écologique et avec la COP sur le climat qui va se passer à Bakou, il a subi beaucoup de pression. Sa fille aujourd'hui essaie de l'aider parce que sa santé est en difficulté. Et la médiatisation de son cas pourrait peut-être même lui sauver la vie. Et malheureusement, le nombre de personnes concernées est de plus en plus grand. Vous savez, aux années 90, il y avait cette théorie de la fin de l'histoire selon laquelle la démocratie libérale aurait gagné et que c'était une logique historique inévitable. J'ai aujourd'hui des doutes et je ne dirais pas que la logique historique toute seule nous mène nécessairement à une victoire de la démocratie. Donc c'est un contexte où il est difficile, même pour les personnes, de donner de l'espoir, même pour les personnes qui luttent sur le terrain. Même nous, il est difficile de nous donner de l'espoir. Nous ne sommes plus du tout persuadés que la démocratie l'emportera. Nous avons toujours pensé qu'il sera possible de persuader les citoyens. Mais nous voyons que finalement, les citoyens se laissent plus persuader par des iPhones ou des TikTok ou par la facilité de payer juste en montrant son visage à la caméra quand ils prennent le métro à Moscou. Et les gens qui viennent ici, ils nous disent « Ouais, la démocratie, elle sert à quoi? Vous n'avez aucun service digital ici. Tous les services en France sont archaïques, c'est ce qu'ils disent. » Et nous, est-ce qu'on peut prouver aux gens, aux nos citoyens, que nous sommes plus efficaces, que nous sommes meilleurs et que nous créons moins de risques pour chaque individu? En particulier, cette numérisation dont on a parlé, elle marche peut-être très bien en Russie ou en Chine, mais dès que le gouvernement le décide, elle devient partie d'une machine de répression. Donc nous travaillons tous sur cela. Il ne s'agit pas forcément ici d'une boîte à outils pour aider les démocraties, mais il faut combattre ces pouvoirs autoritaires. Bon, après, les choses ne sont pas si évidentes. Excusez-moi pour utiliser ce cliché de tout n'est pas si évident. La démocratie et la société civile peuvent être très différents également. Je fais partie de la
direction d'une fondation à l'est de l'Allemagne qui lutte contre le radicalisme de droite. Anna Tokahan, sa fondatrice, elle a beaucoup parlé de l'histoire qu'elle a observée. On dit qu'en Allemagne de l'Est, la société civile est peu développée. Mais elle dit non, elle est développée. Il aide les jeunes, il organise des projets d'aide sociale, il travaille avec les gens sur le terrain. Mais le problème, c'est que ces activistes qui font ça à l'est de l'Allemagne, ils véhiculent des idéologies fascistes. Moi, je voudrais plutôt soutenir une société civile qui aurait une vision plus libre de la société. Et en lien avec ce que se disait avant, aujourd'hui en Allemagne et au niveau européen, donc avec Ursula von der Leyen, nous parlons du bouclier démocratique. C'est un projet et un des volets de ce projet, nous en parlait lors du Parlement précédent. Donc, un des volets de ce bouclier démocratique, c'est essayer d'empêcher des ingérences extérieures qui pourraient être faites via la société civile. Et la position de la Commission européenne était adopter une loi selon laquelle les ONG doivent fournir des listes précises de combien d'argent ils ont reçu de l'étranger et de quel pays. Et quand j'ai regardé le texte de ce projet de loi, je me suis dit, tiens, cela me rappelle quelque chose. Et nous avons essayé de combattre contre ça. Et je disais, regardez, vous critiquez la Géorgie qui a adopté une loi de ce type et vous vous préparez à adopter une loi similaire. Et c'est ce qui s'est passé. La Géorgie a adopté une loi sur le financement étranger. La Commission européenne l'a critiqué et les Géorgiens ont répondu, mais vous faites pareil. Et pourtant, je suis d'accord, on devrait savoir qui finance les différentes organisations qui essaient de s'en gérer, mais comment le faire d'une manière délicate pour ne pas casser des portes. Donc ce sont des choses assez ambivalentes, assez compliquées, et c'est probablement un signe de notre temps. Est-ce qu'il nous faut nous concentrer sur la réelle politique pour savoir, par exemple, est-ce que c'est dans notre intérêt que l'Azerbaïdjan s'aligne sur la Russie? Nous perdrions l'Azerbaïdjan. Ou est-ce qu'il nous faut lutter contre le régime d'Aliyev, dire la vérité, défendre les droits des nombreuses personnes qui sont là en Azerbaïdjan, en prison? Et d'ailleurs, il y a eu des meurtres en France d'exilés azéris. Donc comment on peut résoudre tous ces problèmes? En fait, nous vivons dans un monde qui n'est pas tout noir ou tout blanc, et c'est très compliqué en fait de trouver des solutions et de naviguer entre tous ces rochers et tous ces dangers. Et la dernière chose que je voulais dire, effectivement, c'est comme ça qu'on arrive à des solutions qui ne nous facilitent pas du tout la vie, qui nous rend la vie plus difficile, justement. Donc, moi, tout récemment encore, je me suis excusée auprès de la communauté bélarusse, de la société civile bélarusse, que nous n'avons pas réussi justement à faire inclure dans les listes de l'échange de prisonniers politiques, parce que Loukachenko avait participé à cet échange, mais nous n'avons pas réussi à y faire inclure des prisonniers politiques bélarusses. Et ça nous fait très mal. Et en même temps, bien sûr, c'est très bien qu'on ait libéré Yashin et Karamurza, mais pourquoi nous n'avons pas parlé des autres? Pourquoi nous n'avons pas pensé aux autres? Et effectivement, il faut qu'on regarde la communauté, la société civile d'une manière plus large et ne pas rester cloisonné dans nos petits clusters de l'opposition russe, opposition biélorusse, diaspora qui a une situation différente et encore plus terrifiante que la nôtre.
Mais en tout cas, je trouve qu'effectivement, nous devons voir une vision plus large et avoir plusieurs perspectives sur cette situation, y compris pour nous, les législateurs, il faut qu'on ait cette vision du monde plus global, parce que c'est parfois assez compliqué pour nous de s'orienter dans toutes ces situations. Et en même temps, c'est pas si simple que ça. Vous pouvez toujours nous interpeller, moi, Monsieur Lagodinsky ou Monsieur Kubilius, mais c'est très compliqué de trouver des solutions. C'est pas comme c'était encore dans les années 90. Спасибо большое, merci beaucoup pour cet autre regard sur nos problèmes que nous avons discutés aujourd'hui. Je pense qu'il serait intéressant d'entendre aussi la salle. Je pense que c'est extrêmement important que ces témoignages ont été écoutés et entendus, j'espère, par beaucoup de personnes de communautés de diaspora russe de Paris, qui pour certains, ne font que commencer leur activisme dans ce monde très complexe que vous venez de décrire, avec des challenges et les défis qui sont différents, qui sont vus différemment que des pays que vous venez de quitter. Parce que le problème dans les dictatures et dans les régimes autoritaires, c'est aussi que le monde est justement assez noir et blanc. Il y a nous qui devons survivre et eux qui nous répriment. Les choses sont beaucoup plus simples, en quelque sorte, beaucoup plus terrifiantes et beaucoup plus simples. Quand on quitte ces pays, on se retrouve dans un monde où celui qui nous soutient peut avoir des opinions sur un autre conflit absolument opposé au nôtre, où il y a des conflits entre les associations, entre les organisations, entre les partis. Il y a tout d'un coup le multicouleur du monde qui apparaît devant les personnes qui font partie de ces nouveaux diasporas. Et c'est une complexité en plus que j'aimerais ajouter à tout ce qui vient d'être dit, parce que les Russes, les Bélarusses, les Iraniens, les Ouïghours, je ne veux pas entrer dans chacune de ces situations, mais souvent en sortant de ces dictatures, retrouvent le monde beaucoup plus complexe que vu de leur pays initial. Et c'est un vrai défi. Et le deuxième, ou je ne sais, j'ai perdu le compte combienième défi qu'on rencontre également, c'est que les régimes autoritaires auxquels on fait face le savent très bien manipuler les divergences, les opinions différentes, les conflits, ces lignes de clovage, les cultiver, je dirais. Et pour ceux qui savent lire le russe, je vous invite à une lecture extrêmement intéressante. C'est un manuel des années 70, publié par le KGB à Moscou, comment créer des conflits dans les diasporas. C'est une lecture extrêmement édifiante et je pense qu'il est disponible sur Internet parce que des associations dans les années 90, quand c'était encore possible, en Russie ont réussi à mettre la main sur ce manuel et l'ont mis en libre service sur Internet. Et je pense que ce manuel, ou quelque chose d'assez proche, l'édition numéro je ne sais pas combien, sert encore aujourd'hui. Et ça, on doit être conscient que parmi les défis que nous rencontrons, il y a le défi de clevage volontaire, intentionnel, des régimes qui veulent qu'on ne soit pas unis, qui veulent que même au sein de même diaspora, il y a des conflits et que les diasporas des uns et des autres ne s'écoutent pas. Et c'est pour ça que je sais que dans la salle actuellement, on a beaucoup de personnes qui viennent d'arriver en France, qui sont arrivées il y a peu en France, qui trouvent leur chemin dans ce nouveau monde pour eux nouveau, complexe, des convergences, des luttes contre les régimes violents des droits humains, qui est le titre de notre table ronde. Et j'aimerais aussi vous entendre poser des questions à nos intervenants, s'il vous plaît. Là, j'ai vu qu'il y a quelqu'un qui a déjà le micro. Olga ? Oui, d'accord, merci. Bonjour à tous, moi je suis Makar du mouvement Vesna. Merci beaucoup pour toutes vos interventions et merci particulièrement à Anastasia pour son intervention et son expérience, son témoignage. Voilà, donc ma question
c'est pour Sergueï. Donc, vous avez dit tout à l'heure que notre monde est beaucoup plus compliqué qu'un monde en noir et blanc. Il y a beaucoup plus de nuances, mais en même temps, je voulais vous demander aussi, sur votre travail au Parlement européen, de ne pas diviser les gens non plus en noir et blanc, parce qu'il y a quelques mois, j'ai écouté un de vos entretiens, et vous avez dit qu'il y a déjà beaucoup de choses qui ont été faites pour les visas humanitaires, par exemple, pour la France et l'Allemagne. Mais moi, je voulais vous parler des déserteurs plus précisément. Donc, moi, je vois qu'il y a des choses qui sont faites, il y a des asiles qui sont accordés. Mais ce sont des gens qui ont réussi à arriver en France et ce n'est pas du tout possible. Donc là, nous avons par exemple Sacha avec nous et 5 autres déserteurs qui ont réussi à partir via le Kazakhstan et arriver en France. Et je voulais vous demander précisément sur ce sujet des déserteurs, donc par exemple ceux qui sont déjà partis de Russie, qui sont vérifiés par dont les cas sont vérifiés par des associations qui sont fiables, auxquelles on peut faire confiance. Comment ils sont vus? Est-ce qu'ils sont vus comme déjà des personnes qui ont peut-être commis des crimes, ou est-ce que eux ils ont quand même une possibilité d'être reçus en Europe? Donc ça dépend bien sûr des situations individuelles, mais qu'est-ce que vous en pensez? On va prendre encore quelques questions. Oui, s'il vous plaît. Bonjour, je m'appelle Timofey, je représente l'association portugaise des Russes libres. Donc nous essayons justement d'établir des liens avec des Iraniens, avec des Bélarusses, avec des Tunisiens, des opposants de tous ces pays. Et je voulais vous demander justement comment on peut faire converger nos luttes. Donc nous avons, moi j'ai une idée par exemple à vous présenter. Nous avons chacun et chacune une langue dans laquelle nous pouvons porter nos messages. Donc, par exemple, vous avez Maduro qui a encore une fois gagné les élections. Donc, nous pouvons, je pense, utiliser ces exemples justement pour faire passer des messages. Par exemple, nous savons que en Iran, il y a le nouveau leader soi-disant réformiste qui est arrivé au pouvoir, mais en fait, il est aussi sous l'influence de ceux qui sont au pouvoir depuis longtemps, donc ça ne change pas grand-chose. On va peut-être prendre encore une ou deux questions au fond de la salle, peut-être. Oui, Patrick Puge pour l'Ukraine. Je m'excuse tout d'abord de poser cette question alors que je suis un Français vivant dans un pays démocratique depuis 70 ans et je m'adresse à des gens qui sont sous le joug de la tyrannie. Quelle sortie voyez-vous de ces tyrannies? Quel est le scénario et comment nous, Européens, pouvons-nous vous aider? Et je vais prendre 3 exemples. En 1973, il y avait 3 dictatures en Europe. L'Espagne, le Portugal et la Grèce. En 1974, le Portugal est revenu à la démocratie parce que l'armée s'est soulevée. En 1975, l'Espagne est revenue à la démocratie parce que le dictateur est mort et que le successeur, qui était le roi, a choisi la démocratie alors que jamais Franco ne l'aurait imaginé. Et la Grèce, le régime des colonels s'est effondré suite à une défaite militaire à Chypre face aux Turcs. De même, l'Argentine s'est effondrée, la dictature, après une défaite militaire face au Royaume-Uni, aux Malouines. Donc, quel est le scénario que vous voyez et comment nous, Européens, nous pouvons vous aider? Merci beaucoup. Peut-être on va commencer à répondre à des premières questions. Les premières questions, si j'ai bien compris, étaient pour Sergueï. Oui, merci beaucoup pour cette question. Effectivement, c'est une question brûlante. Ce que je peux vous dire, en fait, moi j'ai toujours dit que nous avons le droit de demander l'asile. Donc,
ce droit qui existe. Donc, c'est la Cour européenne des droits de l'homme qui a déclaré que dans ces cas-là, il faut bien sûr vérifier le cas individuel. Et il y a une présomption comme quoi l'armée se livre à des crimes de guerre en déserteur, donc qui refuse de fait de participer aux crimes de guerre, et il a le droit d'avoir l'asile. Et je pense que c'est dans ce cadre-là qu'il faut traiter ces demandes en Allemagne, dans d'autres pays, puisque pour nous, c'est la loi européenne, c'est la Cour européenne des droits de l'homme qui a déclaré cela. Et ensuite, tout ce qui concerne les programmes, je ne sais pas exactement quelles sont les attentes. Est-ce que vous parlez d'une création d'un programme spécial pour des déserteurs ou pour ceux qui fuient l'armée, pour ceux qui fuient la mobilisation? Je ne pense pas qu'on puisse créer un programme comme ça en Allemagne, par exemple, parce qu'il y a beaucoup de restrictions juridiques dans ce cas-là. Moi, j'ai déjà discuté avec certains d'entre vous du fait qu'on pourrait recourir, par exemple, à des vérifications du point de vue de la sécurité. Mais pour l'instant, je ne peux pas m'imaginer qu'il y ait un programme spécial au niveau européen. Ensuite, en ce qui concerne les visas humanitaires, ça ne correspond pas en fait aux conditions de délivrance de visas humanitaires. Donc ce n'est pas une condition éligible en fait, par exemple au titre du paragraphe 22 ou autre. Donc c'est pas du tout la même situation. Mais ensuite, dans des cas individuels, on peut et je peux essayer de vous aider. Mais en tout cas, on ne peut pas ouvrir les frontières comme le voudraient certains à tous ceux qui fuient l'armée. Donc je pense que c'est pas réaliste, c'est pas possible. Donc là, actuellement, nous luttons contre d'autres types de violations. Par exemple, il y a eu cette lettre de von der Leyen sur la migration et il y avait un texte qui décrivait des mesures complètement terribles, comme quoi il fallait que tous les Russes prouvent leur situation, encore restreindre les conditions de délivrance de visa. Donc ça, c'est pas du tout des mesures démocratiques. Donc contre cela, il faut lutter, bien sûr, et moi je le ferai. Je vais continuer à le faire parce qu'il ne faut pas que ça devienne une ligne politique de l'Union européenne. Mais ensuite, par exemple, imaginez de poser une question à Orban qui disait qu'il allait donner qu'il allait ouvrir toutes ces frontières à tous les Russes qui veulent travailler avec Rosatom. Là, effectivement, vous avez les pays baltes et la Finlande, par exemple, qui disent nous, dans ce cas-là, on va fermer nos frontières à nous. Et du coup, il n'y aura plus l'espace Schengen, en fait. Donc, on a très bien vu que Orban il a déclaré cela deux jours après s'être entretenu avec Poutine. Donc c'est une question très compliquée. Après, dans les cas individuels, au cas par cas, on peut très bien étudier les demandes. Nous avons des ONG qui peuvent réagir. Bon, ça prend beaucoup de temps, effectivement, parce qu'il y avait plein de questions qu'on doit traiter. Mais au cas par cas, effectivement, on peut tout à fait étudier les demandes et essayer d'aider. Merci, спасибо за это пояснение. Merci beaucoup. La deuxième remarque était plus sur une possibilité de répondre à ces défis, si j'ai bien compris, corrigez-moi si ce n'est pas le cas, ne consistait pas de questions en tant que telles, c'était plus une idée de travailler dans les langues, dans les traductions, dans la diffusion d'informations. Et on va se tourner, vu que le temps est court, et malheureusement on doit vraiment finir à l'heure parce qu'il y a une autre partie de notre forum qui va commencer juste après nous.
avec des questions de scénarios possibles qui a été posée. Et je pense que c'est une bonne question. Et si je peux me permettre de l'élargir un tout petit peu, selon vous, comment on peut se préparer pour ces scénarios à venir? Qu'est-ce que nous, en tant que société civile, parce qu'on ne peut pas ni, et peut-être c'est tant mieux, de précipiter la cause naturelle de départ de certains dictateurs. Donc comment on peut se préparer pour ce changement de situation, éventuellement? Je ajouterai aussi la question, parce que ce qui m'a frappé dans vos interventions respectives, c'était la question finalement de rôle des femmes dans ces luttes, parce que vous étiez arrêté pour une manifestation féminine, vous défendez les femmes qui s'organisent de la même façon, vous avez mentionné également la situation des femmes, c'est remarque tout à fait on the marges, comme on dit, dans beaucoup de forums et conférences dans lesquelles je participe de société civile, nous avons toujours des panels qui traitent des questions géopolitiques et stratégiques, c'est souvent les hommes qui parlent, et puis il y a la partie solution, et là c'est les femmes qui doivent répondre à comment faire maintenant, une fois que les hommes ont discuté les questions géopolitiques. Malheureusement, ce forum, je pense que de ce que j'ai pu voir, n'a pas échappé à cette tendance, et je pense que c'est quelque chose sur quoi on peut aussi continuer à réfléchir, comment faire ça différemment. Voilà, il y a les métiers féminines, comme on les appelle, les humanitaires, les assistants sociaux, etc., etc. Et là aussi, on se retrouve dans une compagnie des femmes pour parler de ça. Quel est le rôle finalement des femmes dans ces scénarios de fin de dictature et de crise? Qu'est-ce que vous pensez, vous, en tant que femme qui lutte pour les droits, pour la justice? Et ça, c'est pas les questions féminines, c'est les questions tout à fait universelles. Mais qu'est-ce que vous pensez dans la situation dans laquelle nous trouvons actuellement, que nous, autant que mouvement des femmes, on peut ajouter, parce que je pense qu'on est dans un siècle, dans une situation qui est véritablement différent par rapport à beaucoup d'autres époques que vous avez évoquées, où le rôle et la voix de femmes portent beaucoup plus, et du coup la répression contre les femmes en Afghanistan, en Iran, en Bélarus, en Russie est beaucoup plus féroce encore. C'est la même tendance que nous avons discuté hier sur les questions de LGBT, où les répressions sont proportionnelles à un certain progrès accompli dans ce domaine des droits et des égalités. Et comme je ne veux plus prendre la parole, je veux juste profiter de rappeler, vous avez dit, Sergueï, que vous avez présenté les excuses d'avoir oublié en quelque sorte l'opposition bélarusse dans les questions d'échange. Dans les questions de visa, j'aimerais que ça ne soit pas le cas, qu'on n'oublie pas que les Bélarusses ne peuvent déjà plus renouveler leurs documents en étant à l'étranger, puisque le décret du président Loukachenko maintenant interdit de renouveler son passeport dans les consulats ou les ambassades. Donc les prisonniers, les ex-prisonniers politiques, les gens torturés et qui sont encore sous les procédures criminelles qui se trouvent à l'étranger, ils doivent officiellement revenir au Bélarus et demander le renouvellement de leur passeport à l'intérieur. Donc, on peut toujours dire que Schengen doit se protéger et c'est une vision, mais on a aussi des centaines de milliers de personnes qui sont battues pour la liberté sous les drapeaux européens, qui se trouvent actuellement sans aucun document en Europe. Et un jour, il va falloir dépasser les questions de protection de ces frontières, tout à fait peut-être légitimes d'un certain point de vue, et l'adresser autrement, comme c'était le cas il y a 100 ans par Mission Nansen, dont je veux citer une phrase, l'impossible, c'est juste un processus qui prend un peu plus de temps. Donc, pensons l'impossible, trouvons la solution pour les gens qui se trouvent sans visa, sans droit, dans cette Europe qui se veut être l'accueil de ceux qui se battent pour la liberté. Et maintenant, je veux passer la parole pour le mot de la fin, parce que malheureusement, on n'a plus beaucoup de temps. Ça va être très court. On n'a que 10, maximum 15 minutes, mais peut-être on peut continuer après dans la salle. Oui, donc en ce qui concerne les solutions possibles, en 2020, par exemple, moi, j'étais sortie dans les rues portée par l'émotion, je peux le dire, mais en même temps, on avait des projets où on se disait il ne faut pas attendre que le dictateur soit mort, il faut agir plus rapidement, mais on avait l'espoir d'avoir une
une grève nationale, en fait, donc pour que tout s'arrête, pour que tout le pays s'arrête. Mais malheureusement, cela n'a pas abouti, y compris parce que la machine répressive a agi très rapidement. Et donc, en fait, c'est très difficile de répondre à cette question. Si on avait la réponse, peut-être qu'on aurait déjà réussi notre lutte. Donc, moi, en tout cas, je me dis que je fais tout ce que je peux, tout ce qui est dans mes moyens, et que chaque intervention, chaque rencontre, chaque riposte sur Instagram que je fais, c'est une partie de cette lutte, c'est un petit pas pour faire approcher la fin du régime. Donc, encore une fois, moi, j'ai pas beaucoup d'expérience, donc je n'ai pas beaucoup de réponses. Mais ce que je me dis, c'est que si on continue ce travail tous les jours et qu'on se réunit, qu'on fait converger nos luttes, c'est très important. Donc, en même temps, je vais bien sûr me concentrer sur le Bélarus parce que c'est mon pays. Je ne peux pas sauver tout le monde entier non plus. Mais en même temps, je pense que c'est très important qu'on travaille tous ensemble. On est dans un table ronde sur la convergence de nos luttes. Ça fait plusieurs mois que, avec Shirin, on travaille ensemble, justement, précisément sur cette question. Comment on peut converger précisément nos luttes concrètement, et que nous avons pensé à créer un forum qui va justement créer une alliance entre nos luttes. Donc on va en discuter aussi après cette discussion. C'est très important parce que, comme vous le savez, en fait, face à l'État, que ce soit l'Union européenne ou face à notre État français, nos institutions, lorsqu'en fait on va en tant que représentante de la communauté ouïghour, ou Shirin, elle va représentant pour la communauté iranienne, pour la lutte du peuple iranien, ou encore les Russes ou les Ukrainiens. Lorsqu'en fait on va individuellement, notre parole, sur le coup, selon la médiatisation de la situation, prise en compte. Et qu'il y a toujours un rapport de force. C'est pourquoi, en fait, nous devons désormais aller ensemble, se soutenir ensemble. Et pour cela, en fait, d'abord, en fait, nous avons pensé fonder, en fait, un forum qui va nous réunir dans un seul espace. Donc, un seul espace, ça veut dire aussi que rassembler nos voix, qu'on parle d'une seule voix lorsqu'on revendique quelque chose, que ce soit pour le peuple iranien, que ce soit pour le peuple ouïghour, que ce soit pour le peuple biélorusse ou les Russes, ou encore pour la situation en Ukraine, qu'on fasse ensemble. Et qu'on ne fasse pas, par exemple, en fait, c'est une question iranienne, moi je suis ouïghour, enfin, voilà, j'ai ma lutte suffisamment lourde, je ne vais pas, non. Alors, parce qu'en fait, lorsque moi je lutte, j'ai besoin de vous. Lorsque vous luttez, vous avez besoin de nous. Donc, en fait, face à l'État, face à l'Union européenne, lorsqu'en fait on demande aux élus quelque chose, on y va ensemble. Comme ça, en fait, nous avons un rapport de force fort face aux élus, face à l'État, face aux institutions. Ça, c'est une chose. Et que lorsqu'en fait on revendique, lorsqu'on va, en fait, on a forcément beaucoup de revendications. Et aussi, enfin, face à la question que vous avez mentionnée aussi, et que ces régimes, est-ce qu'on va attendre que ces régimes ou que en fait ces dictateurs meurent, ou alors on doit faire quelque chose, et que dans lequel en fait il y a par exemple en fait des revendications nombreuses en fait concrètes qu'on a déjà en route, par exemple pour faire reconnaître auprès de l'Union européenne, par exemple, en fait, le régime iranien, le régime des mollahs iraniens et le régime de talibans, reconnaissons comme en fait des régimes apatrides de genre. Ça, c'est une question que, en fait, que le peuple afghan et iranien porte. Et qu'on doit être solidaire, et qu'on fasse quelque chose ensemble pour que ce soit reconnu. Par exemple, pareillement, en fait, comment en fait on a reconnu le régime de Poutine comme en fait une structure terroriste. Il faudrait en fait reconnaître aussi le PCC, Parti communiste chinois, comme une structure
organisations terroristes auprès de l'Union européenne, ou encore, en fait, comme on a fait interdire dans l'espace de l'Union européenne RT, par exemple, et que son équivalent pour les Chinois, par exemple, CCTV, qui est librement accueilli en France après être chassé par Londres, et de ces questions-là, en fait, on doit pouvoir faire ensemble. Et puis aussi, en fait, comment dire, à partir de monsieur que vous avez posé la question de comment, en fait, les Français, en tant que citoyens français, ils peuvent aider aussi. Là, en fait, comment dire, il y a énormément de choses à faire et que nous l'avons vu, l'exemple avec la question ouïghour contre le génocide, et que c'est grâce à la mobilisation des citoyens lambda, de la jeunesse, que nous avons pu faire reconnaître le génocide. Parce qu'en fait, lorsqu'en fait nous avons commencé la campagne pour faire reconnaître le génocide ouïghour, et que pas un seul élu nous a soutenus. Et tous, ils nous ont dit, la France et l'Allemagne a une histoire particulière avec la Shoah, donc tout autre génocide a zéro chance d'être reconnu. Sauf qu'en fait, c'est la jeunesse française grâce à laquelle nous avons fait pilier, nous avons, fait voter cela. C'est pourquoi, en fait, les Français, déjà, en fait, soutenir nos structures, nos associations, nos ONG, et que lorsqu'en fait on revendique, par exemple, en fait, à chaque revendication, que vous soyez mobilisés pour soutenir, et que par votre pétition ou alors par votre force physique, de venir nous soutenir et que de nous donner de la force. Je pense qu'il y a énormément de choses à faire. Merci beaucoup. Je vais le dire très rapidement parce qu'on n'a plus beaucoup de temps. Déjà, première chose, je pense qu'il faut toujours avoir en tête que la résistance, elle est à l'intérieur du pays. Ça, c'est une chose, parce qu'on entend beaucoup de choses souvent en disant les résistants, ils sont à l'extérieur. Alors oui, il y a des cas où la résistance, elle est à l'extérieur, mais c'est toujours à l'intérieur du pays que se trouvent les forces vives de la résistance. Ensuite, ceux qui sont à l'extérieur, la diaspora, les militants en exil, ils peuvent être la voix de ceux qui sont à l'intérieur du pays. Mais je crois que c'est important d'avoir ça en tête. La deuxième chose, c'est de se dire que, en fait, on libère jamais les peuples en les bombardant. Ça, je pense que tout le monde est plus ou moins d'accord. En ce moment, il y a des tentatives, des velléités qui expliquent que les Iraniens, ils auraient besoin d'une intervention militaire pour qu'on les débarrasse du régime des mollahs. Je crois que les bombes, elles tombent jamais que sur les dictateurs, elles tombent aussi sur les civils. Donc, je pense que ça, c'est la deuxième impasse dans laquelle il faut surtout pas se dire que c'est un scénario possible. La troisième chose, c'est de se dire comment, en fait, on fait en sorte que les forces vives de résistance démocratique à l'intérieur du pays, elles peuvent se développer. Et en fait, il faut leur donner les moyens de se développer. Ça veut dire que quand on sait qu'il y a des pays dans lesquels le journalisme, la presse, elle est pas libre, on fait en sorte que des médias libres, indépendants, qui travaillent à l'intérieur du pays de façon clandestine, ils puissent se développer. Parce que quand on fait ça, ça veut dire que les Iraniens, les Russes lambda, les Biélorusses, ils ont des canaux en fait de confiance journalistiquement parlant. Et ça veut dire que là, typiquement, l'Union européenne, par exemple, qui passe son temps, et vous avez raison, à dire les fonds étrangers, on va aller checker pour être sûr, ils peuvent aussi, eux, financer des initiatives qui ensuite, à l'intérieur du pays, vont permettre de développer les forces de la démocratie, en fait, concrètement. Ça veut aussi dire qu'il faut former les militants en exil. Par exemple, Anastasia qui vient et qui nous dit, moi j'ai 23 ans, j'ai envie, en fait, de continuer à m'engager, ça veut dire qu'il faut être en mesure de se dire que ça, c'est des forces vives de la résistance qui potentiellement ont un rôle à jouer. Et donc, je pense que ça veut aussi dire que quand on dit les étrangers, les immigrés, quand ils arrivent, c'est pas juste des réfugiés politiques, c'est aussi potentiellement des gens qui vont construire en fait la paix et la démocratie. Et ça suppose aussi se dire que les immigrés, les réfugiés, c'est pas juste notre devoir éthique et moral. En fait, il faut investir aussi politiquement sur ces gens-là. Donc ça, évidemment, je dis des lieux communs. Donc on pourrait
pourrait en discuter encore des années et des années, mais je pense que Dilnour a raison. Là où il faut un espace aussi pour nous, pour construire ces luttes-là, il faut des espaces d'échange. Et donc la proposition qui est faite, que je trouve très intéressante, c'est de trouver un lieu commun où toutes nos associations peuvent discuter. Déjà, ça nous permettrait de réfléchir à ce qu'on pourrait faire ensemble. Voilà, j'en termine. Et évidemment, comme je suis avocate, c'est en faisant respecter le droit заканчиваю, я, que les будучи dictateurs адвокатом, finissent par tomber, dans le sens où скажу, on a des что как раз с institutions момента, internationales когда они aujourd'hui, il y a une cour вынуждены pénale соблюдать internationale, права il y a une человека, cour internationale de диктаторы justice, on a des теряют свою. dictateurs qui d'une façon générale méconnaissent les droits les plus élémentaires de leur population, mais il n'y a aucune sanction des juridictions internationales. Et donc la question à un moment, c'est de se dire, le droit international, il n'est pas juste là pour faire joli, il faut le faire appliquer, il faut des volontés politiques pour le faire appliquer. Et quand on a des autocrates qui sont visés par des mandats d'arrêt internationaux, il s'agirait peut-être de les faire appliquer. Voilà. Pardon. Ну, что здесь, с моей точки зрения, это Oui, de mon point немножко de странно, когда vue, il est un peu étrange парламента говорит после людей, которые непосредственно quelqu'un ведут qui est борьбу. membre du Parlement Нам тоже надо немножко parle понимать, tout de suite après des personnes qui скажем так, моральную асимметрию, font да, то du есть militantisme. мы Il y a donc une только certaine делаем нашу работу, да, мы asymétrie никакие не ici. герои. Nous ne вот sommes сидят pas справа des от héros, меня. nous ne Это люди, faisons которые aucun действительно travail que nous devons faire. рисковали всем. Les héros sont assis à côté de moi. Ce sont des gens qui ont risqué tout, qui ont risqué leur vie pour faire ce qu'ils faisaient. Et bien sûr, je ne peux que m'incliner. Que pouvons-nous faire en tant que parlementaires? Oui, nous pourrons assurer et vérifier que les sanctions marchent réellement. Il faut assurer que les sanctions soient des mécanismes sérieux et efficaces. Donc, pas d'interdire à des particuliers d'entrer avec leur véhicule, mais à chercher des gens que nous allons, les gens que nous allons sanctionner, qu'ils soient sanctionnés de manière individuelle parce qu'ils ont vraiment contribué à la dictature ou à la guerre ou autre, pas parce que quelqu'un les a mentionnés dans un article Wikipédia ou qu'il y a eu un article payé à Financial Times. Il faut développer des nouvelles structures administratives. Il peut s'agir, comme on demande souvent, et notamment le Free Russia Foundation nous parle souvent de ça, et bien d'autres nous en parlent. Donc un mécanisme horizontal de sanctions pour que les sanctions soient cohérentes pour qu'elles puissent fonctionner. Mais ce que je vois très fréquemment dans les couloirs de la Commission européenne, c'est qu'il y a des gens qui ne se penchent pas particulièrement sur la question. Ils vont chercher quelque chose rapidement sur Google et mettent en place des sanctions dont souffrent plus les gens qui étaient contre le régime et qui quittent le pays que les gens qui sont vraiment les appuis économiques de ce régime. C'est donc aussi un peu notre travail de défendre les gens et nous avons mis cela à l'ordre du jour. J'ai par exemple personnellement soulevé la question des documents de voyage pour les Bélarusses qui n'ont plus de passeport. J'ai dû lutter, c'est quelque chose à laquelle personne ne s'intéressait et qui a été enlevé de l'ordre du jour. Les résolutions du Parlement, c'est souvent nous sommes profondément inquiets, nous vous soutenons. Mais la question des passeports, elle est très concrète. Il y a un tel qu'il faut soutenir et que nous avons mentionné dans notre résolution, mais la personne ne dispose pas de passeport. Donc il faut avoir des collègues qui puissent travailler ces questions plus en détail.
Et vos sensibilités, vous nous les transmettez en faisant votre travail, ce dont je ne peux que vous remercier. Et sachez que nos portes sont toujours ouvertes. Nous serons ravis de vous écouter et nous serons reconnaissants. Merci beaucoup. Je veux remercier bien sûr nos intervenants que je pense ont touché tout le monde dans la salle. Et c'était pas toujours facile de modérer cette table ronde parce que quand on imagine la violence des situations que vous rencontrez, que rencontrent vos collègues, les sujets qu'on peut discuter ici à Paris paraissent extrêmement confortables et simples. Et je voulais vraiment que la salle aussi me joigne à des remerciements très profonds à vos témoignages.